Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui pour une FAQ, foire aux questions, spécial groupe de coaching. Donc on a travaillé ensemble sur 3 mois, avril, mai et juin 2020, sur la conscientisation et le développement des capacités ésotériques et extrasensorielles. On a développé vraiment pas mal de... On a travaillé sur pas mal de choses, hein, sur le pendule, on a travaillé sur l'intuition, sur les clairvoyances, clairaudience, clair-conscience, etc. Donc on est allé voir plein de choses, la médiumnité, on est allé aborder la stichomancie, le lâcher prise, la confiance en soi. Bon voilà, on a vraiment abordé plein de thèmes. Vous avez déjà eu 2 FAQ intermédiaires et là on est sur la FAQ finale. Donc vous avez commencé à poser des questions sur votre groupe de coaching auxquelles je vais répondre. Et après, si ici en live sur ce groupe, là ce matin, là, hein, 26 juin, oh je me crois déjà 26 juin à 9h, vous avez encore des questions, j'essaierai de suivre aussi ici. Alors je vais lire la première question de Marine. Je souhaiterais savoir quand sait-on que l'on est prêt pour en faire son métier. J'aimerais pouvoir exercer dans ce milieu car c'est ce qui me fait vibrer, me faire sentir enfin à ma place, pour pouvoir aider les autres à avancer au mieux. J'ai envie de te dire, ça c'est très subjectif Marine. Je peux pas te dire, tiens là t'es prête, là t'es pas prête. Si je te suis de près depuis un moment et tout, je peux avoir un regard effectivement de coach personnalisé, mais et encore, c'est à soi-même de le sentir. Moi j'ai fait plusieurs années de bénévolat, hein, j'ai fait plusieurs années de ressenti, médiumnité gratuitement, pour continuer à en faire mais rémunéré, et puis à un moment donné me dire j'ai un choix à faire dans ma vie personnelle et professionnelle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce que je faisais, j'étais formatrice, ou est-ce que je me mets vraiment dans la médiumnité à fond? J'ai fait ce choix d'être avec vous ici aujourd'hui dans la médiumnité, mais ça c'est un choix qui nous appartient. Alors on peut demander un petit coup de pouce à ces guides pour venir nous aider à savoir, mais c'est vraiment interne à soi, on sait. Et puis parfois on sait mais on n'ose pas, et alors il se passe quelque chose dans notre vie. Oh mince, on est licencié. Oh mince, l'usine vient de brûler. Vous voyez le genre de truc. Oh mince, on se retrouve avec un accident assez grave et en arrêt pour des mois. Il n'y a jamais de hasard. Donc il vaut mieux prendre la décision quand même soi-même, parce que sinon, voilà. Moi j'ai connu vraiment une nana hein, elle en avait marre, mais marre de son boulot. Et elle était d'ailleurs en train de penser à ça quand elle est descendue du train pour aller travailler. Et elle s'est pété la cheville et le tibia, je crois, en descendant, je ne sais pas comment elle a fait, enfin bref. Elle en a eu pour des mois et des mois chez elle, allongée, rééducation, etc. Voilà. Pas de hasard. Maintenant, bon, c'est quand même un peu ballot d'en arriver là. Il vaut peut-être mieux se dire c'est ok, je suis prête, quoi. Alors Catherine, non, ça c'était une connerie. Bon, les chouquettes. Alors Catherine, je voudrais un conseil pour le 2e niveau. Alors, je rappelle qu'ici on était sur le niveau 1 et qu'à la rentrée de septembre, il va y avoir les niveaux 1, 2 et 3. Priez pour moi, qui vont commencer septembre, octobre, novembre pour un coaching trimestriel. Donc ici sur le 1er niveau, bon bah voilà, c'est fait. 2e niveau, qu'est-ce qu'on travaille? Ça c'est quelque chose que je vais vous diffuser, qui sera diffusé sur ma page Facebook, YouTube, sur les contenus des niveaux 1, 2 et 3. Vous venez de finir le niveau 1, donc voilà. Après, s'il y a des gens qui se disent j'ai pas tout suivi, ne réempilez pas au mois de septembre, reprenez ce qu'on a fait ensemble, c'est un petit peu plus judicieux, hein. Donc Catherine me dit est-ce que j'ai le niveau? Me demande Tatal le mental, hein, Michel pour les intimes. Alors tu vas me dire que c'est à moi de décider. Bah effectivement, hein, ma chérie, c'est exactement ce que je vais te répondre. Tu te démerdes, hein. C'est à toi de voir. Alors, bon, c'est vrai que si je veux quand même être dans la réponse, oui, bien sûr, je pense que tu as le niveau, effectivement. Après, c'est à soi de voir si ça vibre en nous. C'est pas vraiment une question de niveau, je trouve, hein. Enfin, oui et non, mais celui qui n'y connaît rien du tout, je vais lui dire, bah, passez plutôt sur le niveau 1 d'abord. Mais après, je pense que c'est surtout si ça vibre. Alors, ça peut ne pas vibrer, parce que c'est pas avec moi que vous devez le faire,
parce que c'est peut-être pas le bon contenu, mais peut-être aussi parce que c'est pas le bon moment. Quand c'est ça, c'est pas grave, on passe à une autre période de coaching. J'essaie d'en faire au moins 2 fois dans l'année. Donc, si cette année tu peux pas, ben ça sera en janvier, tu vois. Voilà, c'est pas un problème. Voilà, alors tu dis septembre, plus tard, bah voilà, effectivement, je réponds à ta question par une question. Après, c'est ça, c'est à toi de voir. Ce que je te propose de toute façon, il faut savoir que vous êtes, alors pour tous les gens qui viennent de faire le niveau 1, vous êtes prioritaire pour l'accès au niveau 2. Donc ça vous sera d'abord proposé, et quand tout le monde aura répondu sur votre groupe, oui, non, je m'inscris pas, j'ouvrirai le reste des inscriptions. S'il reste de la place, ça m'étonnerait. Parce que là, je vais faire vraiment un groupe restreint. Donc c'est pareil, voilà, tu vois, il faut bien le sentir et il faut pas être hésitant parce que sinon après ça prend la place de quelqu'un. Je pense 20-30 personnes maximum, quoi. Ça, on n'ira pas au-delà. Donc voilà, tu dis, on disait que t'es pas notre coach, que t'es la bonne copine qui dit tout, t'en penses quoi? Moi je pense très sincèrement que t'as le niveau, Catherine, hein. La question ne se pose pas pour moi. Après, la question que tu vas devoir te poser toi toute seule comme une grande, c'est est-ce que pour le mois de septembre je me sens capable? Mais attends un peu. Tu vois, c'est ce que je voulais vous dire, vous êtes prioritaire, donc attendez un petit peu pour les inscriptions, il n'y a pas d'urgence. Allez d'abord digérer ce que vous venez de faire. Allez déjà intégrer tous les éléments, terminer les exercices que vous n'avez pas fait, profiter de votre été, surtout que Catherine est en vacances là, je crois, ou elle part, non, elle part ce week-end. Mais voilà, on ne se précipite pas, il n'y a pas d'urgence du tout, rien n'est en ligne. Et de toute façon, ça ne le sera que lorsque vous serez inscrit en priorité. Donc, pas de panique, tout va bien. Chacun recevra un mail, comme ça vous l'aurez dans votre boîte mail. Et je ferai sûrement une relance, parce que tout le monde ne reçoit pas toujours, ou bon voilà. Et je mettrai aussi sur le groupe. Et bon, après, vous ne me répondez pas au bout d'une ou 2 semaines, ah bah tant pis, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Je veux juste savoir oui, non, c'est tout. Et après les inscriptions, ça sera, même si le paiement se fait pas avant septembre, ça c'est pas du tout un problème. Hein. Mais alors vraiment pas du tout. Hein. Alors Monique, Monique, comment te dire? Je t'aime très fort. Mais... Alors, une question de Monique, une question de Monique, une question de Monique, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... On s'arrête là? Non. 13, 14. Monique, non, j'adore. Franchement, je trouve ça génial. En plus, elles sont super pertinentes et c'est notamment grâce à Monique qu'on est ici tout de suite là, en vidéo aussi retranscrite, parce que elle a tellement mis de questions. Je me suis dit, attends, c'est super intéressant. Les autres aussi, hein, mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de matière, je me suis dit, allez, on va partager. Alors, la première brouette de Monique. Alors, comment ont commencé nos incarnations? A-t-on été une plante, puis un insecte, puis un chat, puis un chien, puis un humain? Et lorsqu'on est humain, peut-on se réincarner en chat à nouveau? Ce sont des exemples d'animaux, bien sûr. Alors, est-ce que je peux t'éclairer là-dessus? Oui et non. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille déjà sur le niveau 2. Voilà, tout ce qui est l'incarnation, l'âme, l'entre-deux, la réincarnation, les choix d'incarnation, les choix de vie, le chemin de vie, bon voilà, tout ça on le bosse sur le niveau 2, on fait 3 semaines sur ça. Vous voyez, d'habitude je fais 1 semaine par thème, là on passe sur 3 semaines, et encore je me suis freinée parce que pour moi c'est pas assez. Je pense que je vais même faire tout un module sur ça, voilà. C'est pour parler, je suis en train de le travailler, et je pense que ça sera mis en place, ça va mûrir cet été. Toujours est-il que pour répondre à ta question, j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'âme résiduelle. Peut-on communiquer avec une âme réincarnée? Où je parle de ça. Je parle de la notion de temps, je parle d'incarnation des animaux. Alors je vais te la faire courte. Il n'y a pas de notion de temps. Ce qui fait que... Alors je me suis d'ailleurs fait insulter pas mal par des médiums à ce sujet. Quand je disais que on peut s'incarner, là je suis tout de suite comme ça là, maintenant en humain, mais qui sait si après, et comme il n'y a pas d'après en fait, puisqu'il n'y a pas de temps, bref, je ne serai pas un chat ou un aigle ou n'importe. Et là,
Donc une déferlante de n'importe quoi. Ce que tu racontes, c'est de la merde. Enfin bon, je vous passe des gentillesses du monde ésotérique. Et en fait, voilà, effectivement, il y a des médiums qui sont encore sur le fonctionnement linéaire du temps. Donc pour eux, si vous voulez, il y a une chronologie dans l'évolution. Vive l'ego spirituel. Et donc en fait, on ne peut passer que du stade minéral au stade végétal, au stade animal, au stade humain et enfin ensuite au stade de guide. Sauf que comme il n'y a pas de temps, mes cocos, il n'y a pas d'avant-après. Donc là, peut-être que je suis ici maintenant avec vous et que en même temps, je suis une pierre du Pakistan et puis une plante en Arizona. Vous comprenez le truc, c'est que comme il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de je vais me réincarner en chien. Oui, ce sont des termes terrestres que l'on utilise, mais dans la réalité de l'univers, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Alors, question 2, un ami est venu me voir pour savoir si sa femme, atteinte de plusieurs cancers, allait mourir dans les 6 mois. Que faire réellement dans un cas pareil? C'est compliqué, j'ai déjà eu cette question-là, exactement cette question-là. Un monsieur qui était atteint d'un cancer, sa famille, donc sa fille et sa femme, ont eu besoin de savoir ce qu'il en était. Et moi, j'avais vraiment ces deux choix-là. Je voyais qu'il y avait encore deux possibilités. Je ne sais plus les détails exacts, mais c'était une possibilité d'aller encore un peu plus loin, pas dans la guérison, mais de rester encore un petit peu sur Terre. Je ne sais plus sous quelles conditions, enfin... Je crois hein, que c'était s'il ne le sait pas, s'il ne connaît pas l'état de gravité de son cancer, il va continuer à se battre, il va continuer à être positif. Je crois hein, que c'était ça. Par contre, s'il connaît l'état de gravité de son cancer, ça risque de le faire chuter. Donc il avait encore ces deux choix-là à ce moment-là. Mais c'est clair que c'est compliqué d'expliquer ça à la famille. Donc je l'ai expliqué avec mes mots. Donc il faut beaucoup de douceur, il faut beaucoup de tact, de diplomatie, il faut beaucoup de patience aussi. Par contre, moi j'invite vraiment à ne pas mentir. Alors ça, c'est dans le cas où je décide de répondre à la question. Après, il y a beaucoup de voyants qui décident de ne pas répondre aux questions de santé. C'est quelque chose qui est tellement particulier, et puis quand même, on n'est pas médecin, hein, donc il faut pas tomber dans cet ego spirituel, justement, de vouloir répondre à tout prix à tout. Parfois, on ne sait pas, parfois on n'a pas la réponse, parfois on ne veut pas nous montrer, pour des raisons diverses et variées, et puis parfois, soi-même, on ne veut pas répondre, et il faut être honnête aussi avec soi, en disant à l'autre, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Donc, on va peut-être pas forcément le dire comme ça, mais... Voilà, donc je t'ai donné moi ma situation, puisque c'est exactement ce que j'ai vécu. Et le monsieur d'ailleurs est décédé quelques semaines après au final. Mais voilà, ça c'est à toi de voir. Et je vais te dire une chose, c'est que d'une situation à une autre, tu verras que tu réagiras différemment. Parce que toi tu te sens d'une manière ou d'une autre dans l'instant. Parce que tu ressens plus ou moins la personne en face de toi. Bien ou moins bien, capable d'entendre ou pas capable d'entendre. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas mentir. Il vaut mieux à la limite dire bah écoute, moi franchement je traite pas ce genre de questions, plutôt que de lui dire mais oui, t'en fais pas, franchement je le vois aller bien. Alors après peut-être que vous voyez vraiment ça. Bah alors là vous lui dites vraiment ça, tu vois, mais je pense que de toute façon, alors ça c'est quelque chose, tu vois, cette question là qu'on travaille sur le niveau 3. Alors Monique m'avait d'ailleurs posé la question, est-ce que je pourrais au mois de septembre faire le 2 et le 3 en même temps? Pourquoi pas, connaissant Monique, connaissant aussi son emploi du temps, tout ça, je pense qu'elle est capable de suivre les deux. Je dirais pas ça de tout le monde, parce que quand on bosse c'est pas possible, voilà. Quand on bosse à temps plein, qu'on a des gamins, voilà, pour la situation de Monique, je pense que c'est faisable. Et effectivement, ce genre de choses, ce genre de cas, on va le travailler sur le niveau 3, parce que le niveau 3, ça va être axé pour les personnes qui sont en professionnel en devenir ou sont professionnels déjà. Et on va travailler tout ce qui est de l'ordre de la déontologie, de la communication. On va beaucoup travailler sur la communication avec des mises en situation, avec des retours aussi de situations de professionnels ou de semi-professionnels qui vont nous rapporter des cas et qu'on va étudier, etc. Donc là, on n'est plus
sur le même, si tu veux, là, le coaching qu'on vient de faire, niveau 1 et niveau 2, c'est un peu le même fonctionnement. C'est de la découverte, c'est je vous apporte des choses, on va, voilà. Bon, niveau 2, c'est encore un petit peu différent. Et le niveau 3, là, ça va être vraiment encore autre chose. Ça va être beaucoup d'études de cas, ça va être beaucoup de travail en parallèle de ces consultations. Enfin, voilà, c'est un travail différent d'approfondissement de nos pratiques. C'est vraiment ça, ce que je veux évoquer sur le niveau 3. Donc, tu vois, c'est ce genre de situation, effectivement, qu'on va évoquer, qu'on va travailler ensemble. Alors, question 3 pour Monique. Penses-tu que les secrets, c'est comme ça que ça s'appelle, par exemple pour les coupeurs de feu, servent à quelque chose? Ou bien le vrai coupeur de feu n'a pas vraiment besoin de ça pour arrêter l'inflammation? On n'a pas besoin de ça, on n'a besoin de rien en réalité. Mais effectivement, ils vont avoir des incantations, ils vont avoir des prières à réciter qui leur est propre. En fait, c'est leur énergie qu'ils diffusent à travers la prière, donc ils en ont besoin parce que ça leur est propre, parce que c'est comme ça qu'ils diffusent l'énergie, et en même temps, et effectivement, tu l'auras bien compris, ils n'en ont pas réellement besoin puisque c'est leur énergie qui est partagée. Voilà. C'est un peu comme la question des rituels hein, qu'on avait traité au tout début de la formation du coaching. Hein. Question 4, lors d'un contact défunt, comment être vraiment certaine d'avoir la bonne personne au bout du fil? Alors ça, j'en ai déjà parlé, du système de l'entonnoir. Il faut suivre, hein, Monique. L'entonnoir, donc vraiment, pour être sûr d'avoir la bonne personne, alors sûr, en même temps, on n'est jamais vraiment sûr finalement, mais on va vraiment travailler sur nom, prénom, éventuellement nom de jeune fille, date de naissance, date de décès, photo, on peut même avoir plusieurs photos, et là, tu vois, avec tous ces éléments-là, on réduit la possibilité d'avoir un autre défunt. Alors souvent, quand il y a un autre défunt qui se manifeste, ça peut arriver, hein, souvent c'est quelqu'un de la famille, et puis après, parce qu'il va être peut-être collé un peu aux vibrations, à la demande de la personne, alors peut-être pas à ta demande à toi, mais peut-être à la demande aussi du consultant, qui parfois veut à tout prix voir Pierre en contact défunt, mais si Jean il pouvait venir aussi, ça ferait plaisir. Donc peut-être que Jean va se pointer parce qu'il a reçu cette intention-là, tu vois. Et puis après, on peut avoir effectivement d'autres défunts qui se manifestent parce que, entre guillemets, ils ont vu la porte ouverte. Donc c'est sûr que si tu ne l'ouvres pas en grand, si elle est entrouverte, tu as quand même moins de chances, moins de passages possibles. Après, si tu fais que le défunt qui veuille venir vienne, ben ouais, forcément, là c'est embêtant. Donc on fait cette technique que moi j'appelle de l'entonnoir, en précisant les choses, nom, prénom, date de naissance, machin. On peut même mettre lieu de naissance si on veut, parce que tout ça, ça va créer une demande de vibration particulière. Les vibrations de ce défunt-là et pas un autre. Et on le dit d'ailleurs, hein, je demande à communiquer avec telle personne. Question suivante, une personne se présente à nous et nous demande de lui dire quelle est sa mission d'âme. Comment l'aider et quoi lui dire? Bah tu te démerdes. Comment l'aider? Bah ça dépend si tu veux. Est-ce que toi tu travailles sur les missions d'âme? Voilà, déjà, première chose. Après, moi, il y a quelques années, je ne le faisais pas. Donc, je renvoyais vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà, je ne fais pas ce type de travail. Après, je pense que c'est important de pouvoir aider, ok. Donc, si tu fais le travail sur la communication avec les âmes, communication chemin d'âme, communication sur les vies antérieures, des choses comme ça, bon, peu importe. Mais après, au-delà de ça, je pense que même en tant que thérapeute karmique, qui travaille avec l'âme, c'est important de renvoyer aussi la personne vers sa responsabilité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu crois être ta mission d'âme? Je pense que dans toutes les consultations, quelles qu'elles soient, il faut renvoyer la personne vers elle-même, vers sa propre responsabilité. Moi, j'ai créé un coaching, communiquer avec son âme, où justement, j'apprends aux gens à le faire par eux-mêmes. Il y a plein d'outils pour le faire. Donc, et je vous ai fait faire ça d'ailleurs, hein, une communication avec votre âme. Donc, par écrit. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez. Donc voilà, je pense que dans tous les cas, le rôle du thérapeute, et ça c'est du niveau 3, c'est ce qu'on va travailler ensemble sur le niveau 3, c'est de renvoyer vers soi, vers ses propres capacités, parce que tout est en soi, et donc vers ses propres connaissances, sa propre réalité. Alors, question suivante, lors d'une séance de cartomancie, exemple, un jeu de 32 cartes.
Sur combien de temps les cartes peuvent prédire l'avenir? 6 mois, 1 an, 2 ans? Comment est-ce qu'on arrive à donner un temps, une durée, une période? Ça c'est pareil, on va le retravailler sur le niveau 2. Alors, j'ai envie de te dire, la notion de temps est extrêmement subjective. Il y a des cartes, je pense à un jeu notamment, effectivement, où il y a 32 cartes. Ça s'appelle Oracle de la cartomancienne, je sais plus. Enfin, c'est un petit jeu comme ça avec une boîte noire. Avant, elle était bleue, mais maintenant, elle est noire. Où là, on te dit que le tirage, c'est pour un mois. Donc là, c'est clair. Sur d'autres oracles, on te donne parfois la carte automne, été, hiver, printemps. Donc là, pareil, tu peux jauger. Et après, j'ai envie de te dire, c'est selon ton ressenti. Moi, des fois, j'ai des flashs où je vais voir la personne en plein soleil, en plein été, avec des bretelles, enfin, tu vois, des fines manches, lunettes de soleil, tout ça. Bah, je vais dire, je pense que d'ici cet été, tu vois, en fait, c'est ça, voilà, tu vas compléter par tes flashs, par tes ressentis. Et après, il faut savoir que, moi, il m'est déjà arrivé, mais plusieurs fois, hein, de prédire des durées, des notions de temps qui n'étaient pas exactes. La raison en est simple. La première, c'est que le temps n'existe pas de l'autre côté. La deuxième, c'est qu'on a une propre interprétation de la vision, hein, parce que si je te dis cet été, parce que je te vois à bras nus avec des lunettes, alors que tu habites dans le sud, j'ai envie de te dire, au mois de février-mars, tu peux déjà être comme ça, quoi, tu vois, donc voilà, tout est relatif. Et puis ensuite, parce que de toute façon, à partir du moment où tu fais une voyance, tu te positionnes sur une ligne de temps, mais la voyance en elle-même peut changer cette ligne de temps. Elle peut la raccourcir, elle peut l'allonger, même de plusieurs années. Et moi, je me souviens avoir fait une voyance à une de mes amies très proches. Je lui ai donné la date, mais vraiment, j'ai dit, ça sera tel jour, la date précise. Et bien, je vous jure que je suis tombée sur la date précise, mais à un an près. Donc, ça a été exactement cette date-là, mais l'année d'après. Alors, voilà, c'est vraiment pas simple. À une autre amie, je lui ai donné une date pour une grossesse, elle n'est toujours pas tombée enceinte. Alors que je la voyais, cette date. Alors, est-ce que le fait de l'avoir dit, ça a trop mis de confiance, ça a bloqué des choses? Le fait de faire une voyance et de faire une datation, d'autant plus, ça va changer la donne, obligatoirement. Donc, voilà. Parfois, effectivement, ça va la changer, c'est-à-dire que ça va permettre de favoriser la chose et donc on va tomber dedans. Et puis parfois, effectivement, bah, ça va au contraire rallonger ou raccourcir le truc. Question suivante, nous recevons une personne qui nous demande une voyance avec les cartes. Dans son jeu, nous voyons un décès. Est-ce qu'on voit vraiment un décès dans les cartes? Peut-être. Moi, enfin bon. Est-ce qu'on le dit? Si oui, comment l'annoncer? Alors, attention aussi à l'interprétation. Est-ce que c'est vraiment un décès? Est-ce que c'est la fin de quelque chose? C'est pas forcément un décès, attention, hein, dans les cartes. Hein. Ça peut être aussi la fin d'un cycle, donc la mort d'une situation pour la renaissance. Je pense à quelqu'un par exemple qui aurait la fin d'une relation sentimentale ou la fin d'un emploi, tu vois, un licenciement, enfin, je sais pas, je suis quand même un peu sceptique sur l'interprétation, comment avec des cartes on peut dire qu'il va y avoir un décès. Bon, je vais changer la question en disant, est-ce que dans notre voyance, peut-être une clairvoyance, on voit un décès, est-ce qu'on le dit, comment on l'annonce? Pareil, ça c'est du niveau 3, hein, vous l'aurez compris, tout ça on va le travailler sur le niveau 3 pour ceux qui iront jusque là. Eh ben, j'ai envie de te dire la même chose que tout à l'heure, est-ce qu'on le dit? Ben, ça dépend. Comment tu le sens? Est-ce que la personne en face, tu la sens très réceptive? Est-ce qu'on t'oblige à le dire? Parfois, on le sent qu'on nous pousse à dire certaines choses parce que ça va permettre de préparer la personne. Si oui, comment l'annoncer? Forcément, il faut garder beaucoup de recul en disant attention, moi je vois quelque chose, mais forcément, j'ai pas forcément de notion de temps, je ne sais pas quand, et puis il n'y a rien de sûr. Enfin, tu vois, voilà, il faut prendre beaucoup de précautions. On a dit à une de mes amies que sa fille allait mourir. Elle avait 2-3 ans, sa gamine. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça à une maman? D'ailleurs, la gamine, maintenant, elle est quasiment adulte et elle est toujours là. Donc,
elle va mourir dans quelques temps, toute petite et tout, mais il faut être sérieux à un moment donné. Je pense pas qu'on puisse dire des choses comme ça. Après, quelqu'un va venir vous dire, va venir vous voir en disant, écoutez, mon mari ou mon fils ou j'en sais rien est très malade. Est-ce que vous voyez qu'il va en décéder ou est-ce qu'il va s'en sortir? C'est un rejoint un peu la question de tout à l'heure. C'est pareil, il faut être honnête. Si vraiment on voit le décès, moi je me souviens l'avoir vu pour une maman qui a perdu son fils, effectivement. Elle ne me l'a pas demandé, donc je ne lui ai pas dit. Par contre, si elle me l'avait demandé, je ne lui aurais pas menti. Et si elle m'avait dit, est-ce qu'il y a de l'espoir pour mon fils, j'aurais dit, je vous vois sur la tombe. Je la voyais sur la tombe de son gamin. J'avais pas la date, mais je la voyais. Effectivement, il est décédé. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi... Alors, je l'aurais peut-être pas dit comme ça, hein, il faut sortir les choses correctement, mais je pense qu'il faut être honnête, quoi. Il faut être droit, c'est important. Question suivante, lorsque l'on dit qu'un défunt est dans la lumière, comment expliquer à quelqu'un ce qu'est cette lumière? Eh ben, tu lui montres ma vidéo, tu vois. L'instant T de Mélanie, et les 2 dernières minutes, on la voit à la lumière, elle est autour de moi. C'est exactement cette lumière que j'ai vue lorsque j'ai commencé à écrire mon livre qui s'appelle Un défunt qui vous veut du bien. Et on m'a emmené dans un endroit où je décris d'ailleurs cette lumière qui est intense, mais qui fait pas mal aux yeux. Je sais, c'est dur de l'expliquer avec des mots, il faut le vivre, quoi. Qui est autour de nous, mais aussi en nous, comme si elle rentre en nous. Enfin, il faut l'expliquer comme on l'a vu. Bon, et alors, je pense qu'il faut surtout utiliser ses propres mots. Il ne faut pas chercher à aller utiliser des mots qu'on trouve dans un bouquin ou qu'on trouve chez quelqu'un d'autre. Il faut le décrire. Tu vois, on rejoint toujours la même notion. Il faut décrire avec authenticité ce que l'on sait. Et si on ne sait pas, on ne dit rien. Comment sait-on qu'on est chaman? Question suivante. Alors, ben, tu le sais, hein, j'ai envie de te dire, c'est tout, tu le sais. Être chaman, c'est celui qui est vraiment extrêmement relié à la nature et à tous les plans d'incarnation et de désincarnation aussi, d'ailleurs. Maintenant, je suis pas une pro du chamanisme, donc il faudrait plutôt se pencher sur cette question avec un chaman ou une chamane. Maintenant, je pense qu'on le sait. Et puis après, il y a beaucoup d'initiations aussi au chamanisme. Hein. On ne devient pas chaman comme ça. Ah, je suis chamane parce que j'aime cueillir des fleurs et puis faire des décoctions, pardon. Ouais, bon. Bon. Donc il y a tout un travail aussi. Le chaman, c'est la communication avec les esprits, c'est la communication avec les esprits des animaux, c'est les animaux totems, c'est la communication avec les arbres, avec les plantes, c'est la médecine et l'herboristerie. Enfin, donc bon, il faut aller creuser bien plus profondément que ça pour savoir ce que c'est vraiment un chaman. Et quand on sait vraiment ce que c'est un chaman, effectivement, on peut déjà être plus au clair quant à sa pratique personnelle. Question suivante, peut-on communiquer avec les plantes, les arbres, je viens d'en parler, comme nous communiquons avec les défunts, peut-on dire qu'ils ont aussi une âme? Oui, j'ai fait une vidéo sur ça, est-ce qu'elle a été republiée? Je ne sais plus. Si, il n'y a pas si longtemps que ça. Tiens, je vais mettre sur YouTube pour essayer de retrouver le titre exact, mais j'ai fait une vidéo où j'explique que je communique moi avec les plantes, les fleurs, les arbres, sans problème, hein, comme je communiquerais avec un défunt. En fait, tout simplement, on communique d'âme à âme. Voilà. Donc, je réponds à tes 2 questions, du coup. Alors, j'essaye de retrouver dans mes vidéos. Hein. Donc, ça s'appelle « Je parle aux arbres » ou plutôt, je parle aux arbres ou plutôt « Les arbres me parlent ». Elle date de 2018, elle est sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je parle aux arbres, ou plutôt les arbres me parlent. Et j'explique comment ça m'est venu, ce qui s'est passé. C'est un peu rigolo d'ailleurs, parce que c'était un peu surprenant pour moi. Mais effectivement, voilà, tu peux te connecter très très facilement aux arbres. Hein. Est-ce positif ou négatif? Alors déjà, ni l'un ni l'autre, le positif et le négatif n'existent pas finalement. De contacter plusieurs fois, voire régulièrement le même défunt. Pourquoi? Oui et non.
Il y a des médiums qui communiquent quasiment tous les jours avec le même défunt, leur fils, leur frère, leur machin, parce que c'est le rôle de ce défunt. Donc, il n'y a pas de problème en soi. Après, quand ça ne vient pas du défunt, et quand au contraire c'est une demande de notre part, là c'est un petit peu plus délicat, parce que ça veut dire qu'on va venir puiser dans l'énergie du défunt. A-t-il vraiment suffisamment d'énergie pour ça? Je ne sais pas. Donc il n'y a pas de positif ou de négatif. C'est une question de respect, c'est une question de relation entre soi et le défunt. C'est très subjectif. Et tu vas pouvoir le faire avec un défunt et pas avec un autre. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Alors je continue dans les questions. Alors je vois les bêtises de Monique entre temps. Je relirai tout ça à tête reposée plus tard pour bien rire moi aussi. Alors, question suivante. Un monsieur nous consulte pour une voyance avec les cartes. Dans son jeu, nous voyons que sa femme le trompe avec un autre homme. Oh, pareil, attention, est-ce qu'elle le trompe? Moi, je peux pas, c'est impossible d'aller dire avec des cartes, votre femme vous trompe. Non, elle peut avoir des vues, elle peut avoir quelqu'un qui lui tourne autour sans qu'elle ait répondu oui. Il faut être hyper prudent avec l'interprétation des cartes, hein. Surtout, hein, je vous en supplie. Hein. Pareil, on le bosse sur le niveau 2 et sur le niveau 3. Qu'est-ce qu'on fait? On lui annonce délicatement, non, 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 on n'a pas à lui dire votre femme vous trompe. Même si j'avais une vision, ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis, je ne suis pas sûre que ma vision, c'est dans l'instant. Est-ce que c'est pas dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que c'est pas dans le passé non plus? Est-ce que c'est pas parce que justement ils vont se séparer et que, ou à un moment donné où ils se sont séparés? On ne peut pas savoir, on ne peut pas dater si c'est de la clairvoyance. Et avec les cartes, on ne peut pas affirmer qu'il y a tromperie. Alors attention. Donc on lui annonce délicatement, bah non, 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 voilà. Par contre, si on voit bien qu'il y a quelque chose, on va le tourner dans ce sens-là. Bon, alors je vois quelqu'un, une personne tierce, dans votre relation. Est-ce que vous arrivez à bien communiquer ensemble? Est-ce que ça va bien? Enfin, tu vois, voilà, il va falloir aller travailler ça dans le sens, attention à la communication dans votre couple, attention à la confiance dans votre couple, sans lancer, tu vois, de la suspicion, mais là, je peux pas répondre, ça serait hyper long, il faudrait qu'on travaille vraiment en détail tout ça, tu vois, sur une séance complète de coaching, mais ça rejoint un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, attention aux interprétations, attention à ce qu'on raconte et attention à la communication. Donc, je comprends bien ton besoin de communiquer au mieux, mais ça, je te dis, on le verra sur un autre coaching, je sais que tu suivras, donc voilà. Donc, par contre, on lui... Alors, je vais quand même lire les réponses de Monique, parce que c'est quand même très rigolo. Oui, c'est ça, lis la suite. Effectivement, Monique. Alors, que fait-on? Petit 1. On lui annonce délicatement pour ne pas qu'il nous pète dans les mains et qu'il s'évanouisse. On serait obligé de lui faire du bouche à bouche. Et vu qu'il pue du bec, non merci, sans façon. Ou, réponse 2 de Monique, toujours. On ne lui dit rien et on se dit qu'elle a bien de la chance et qu'elle a bien raison d'en profiter. Parce qu'on vit qu'une fois à la fois. Oui, on vit qu'une fois à la fois, alors même ça, je suis pas d'accord. Alors donc, non. Bon. Alors, question suivante. Alors, elle dit dernière question, mais il y en a encore après, tu parles. Pourquoi les mémés ont du poil au menton? C'est très mignon. Tu as 2 heures pour répondre, on attend ta disserte. Alors, je peux passer 2 heures pour te répondre sur ça, mais je vais quand même passer à la question suivante qui est beaucoup plus intéressante. Monique, on te reconnaît bien là, hein? Ah, Monique, le joyeux lama de la bande. Alors, question suivante. Allez, je reprends ma concentration parce que là, c'est sérieux. J'ai toujours entendu dire que l'âme d'un bébé venait et repartait pendant la grossesse. Je confirme. Pour s'habituer à son futur corps terrestre. Effectivement. Jusqu'au moment où elle y restait définitivement. C'est vrai. Peux-tu nous dire comment ça se passe exactement? À quelle période de la grossesse l'âme se fixe? Et peut-on contacter l'âme d'un bébé après une fausse couche? Alors, effectivement, avant, pendant et même parfois après la grossesse, l'âme du bébé fait des va-et-vient. Il y a un bouquin qu'on m'a offert, et je ne retiens jamais le titre, mais qui est génial, et qui explique qu'en fait, c'est comme une construction de maison. Tu ne vas pas habiter
sur tes fondations tant que la maison elle n'est pas faite, tu vois. Donc, mais tu vas venir la voir, tu vas venir voir comment ça avance. Puis des fois tu vas rester 1 heure dans ta maison à faire des plans, je vais faire ça, là je vais mettre la cuisine, là je vais... Voilà, tu vois, donc il explique ça très très bien, l'auteur. Il faudra vraiment que je retrouve le titre. Et donc il explique qu'il y a des va-et-vient. Et juste, même jusqu'après la grossesse, parfois quelques jours ou quelques même semaines pour certaines situations, après. C'est-à-dire que pendant que le bébé dort, son âme peut repartir et revenir, etc. Et ensuite elle est fixée. Elle peut se fixer au tout début de la grossesse, comme elle peut se fixer, je dis, au moment de la naissance ou quelques jours après. Est-ce qu'on peut contacter l'âme d'un bébé après une fausse couche? Évidemment, évidemment. Alors j'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur cette thématique, la grossesse, l'âme qui se fixe. Je ne sais plus si elles ont été retranscrites ou pas, mais de toute façon je voulais refaire une vidéo autour de ce sujet, donc ça viendra dans peu de temps. Alors je suis les questions dans l'ordre. Ça vous a bien fait marrer hein, de me taquiner comme ça là. Hein. Alors. Question suivante toujours de Monique. Peut-on communiquer avec les anges comme nous communiquons avec les guides ou les défunts? Oui, absolument. J'ai eu une communication avec l'ange Ezraël par exemple. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai eu d'autres communications. Alors ce qui est très étonnant, c'est que je communique comme par exemple non, je ne l'ai pas remise la vidéo. Je communique comme je pourrais communiquer avec un guide, mais je sens que c'est pas lui. Tu vois, c'est une vibration différente. Et à la fin, je dis mais c'était qui? Et il me fait écrire. Et moi je connais pas les noms des anges, il y en a plus de 72 je crois. Je les connais pas tous quoi. Et là, il me fait écrire Ezraël, il faut le connaître quand même. Hein. J'avais eu Anaël aussi, enfin j'en ai eu plusieurs. J'avais écrit aussi sur mon blog, hein, vous le retrouvez sur mon site internet, un article justement d'une communication avec un ange gardien. Question d'Émilie. Eh oui, on change d'interlocuteur. Qui rejoint un peu le poste de Dorian. Alors, je ne l'ai pas encore vu, Dorian. J'ai eu... Ah oui, par rapport à la paralysie du sommeil, oui, je me souviens. J'ai eu une expérience de paralysie du sommeil effrayante il y a quelques années, terme utilisé par les scientifiques. Quelle est ta position à ce sujet? Pour moi, j'étais dans l'astral parce que je voyais, mais mes yeux étaient fermés. Alors, petite parenthèse du groupe, j'en ai parlé de ça dans les voyages astraux. Donc, j'avais fait une vidéo sur les voyages astraux. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, là, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'en ai parlé de la paralysie du sommeil. Donc je t'invite à retourner voir cette vidéo. Quelle est ma position à ce sujet? J'en ai pas trop. C'est pas un sujet que je maîtrise grandement, la paralysie du sommeil. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ça, je vois, je sens, j'entends, mais je suis coincée, je peux pas bouger, j'ai l'impression que j'arrive plus à respirer. Moi, l'impression que j'ai, mais je ne l'ai pas vécu, alors c'est compliqué hein, de se positionner comme ça. Puis c'est un sujet voilà, que je ne maîtrise pas, parce que j'ai pas trop de lecture sur les paralysies du sommeil. Mais comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je pense, c'est que en fait, notre âme est partie se promener, hein, comme elle le fait souvent dans la nuit. Et elle a oublié de revenir complètement. Donc en fait, notre corps, lui, est réveillé, mais l'âme, elle n'est pas tout à fait bien rentrée. Donc on se retrouve comme ça dans cette paralysie. Et du coup, le mental prend le dessus avec tout ce qui est de l'ordre des peurs, des angoisses. On peut même avoir des images angoissantes, etc. Donc ça, c'est ma vision, ma position, puisque c'est ce que tu me demandes à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'en dirai pas plus parce que je ne suis pas du tout experte dans la matière. Alors, Caroline, une question. Lorsqu'un défunt est donc de l'autre côté du voile, tranquille dans ses étages de l'immeuble, combien de temps transite-t-il avant de se réincarner? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est un outil qu'on utilise sur Terre, mais le temps n'existe pas. Comme on peut l'imaginer, tout est absolument infini. D'ailleurs, je pense à une grande dame, Nicole Dron, qui en parle. Elle dit qu'elle a fait une EMI, hein, une expérience de mort imminente, il y a des années.
Et elle dit bien, il n'y a pas de temps, on peut voyager dans le temps comme dans l'espace. Donc il n'y a pas, il lui faut encore du temps avant de se réincarner, non. Et d'ailleurs, moi j'ai parfois eu des défunts, moi je me souviens d'une situation particulière, le monsieur est mort, et quelques minutes après, il s'est réincarné dans son petit-fils. Ou son arrière-petit-fils, je ne sais plus, enfin bref. Parce que de l'autre côté, il a pu transiter, il a pu avancer, même si c'est quelques minutes ou quelques secondes, ça n'a pas de sens pour eux là-haut. Ensuite et surtout, quand le défunt est réincarné, du moins son âme, est-il possible pour nous de ce côté d'obtenir encore des contacts défunts avec lui? Oui, j'ai diffusé une vidéo qui s'appelle l'âme résiduelle, je le dis, je le redis, où j'explique tout ça en détail. Ou terminé, parce qu'il est reparti dans une nouvelle incarnation, non. Est-ce qu'il reste toujours un morceau de l'âme dans l'immeuble qui prend les appels? C'est un peu ça, effectivement. L'âme résiduelle explique qu'on a comme, on va dire, un puzzle. J'aime cette image-là. On est venu descendre sur Terre le petit bout de puzzle Mélanie. Quand je remonterai, le morceau va revenir sur le puzzle. Donc je peux toujours communiquer avec elle, comme je peux communiquer là tout de suite maintenant avec mon âme. La notion d'âme est une notion qui est infinie, donc il n'y a pas de je suis un réincarné, je ne peux plus parler avec. Ça aussi, ça m'a valu bien des insultes. Hein. On passe à autre chose. Autre question toujours de Caroline. Lors d'un contact défunt, qui ont tenté mon frère... Ah, attends, je ne comprends pas la question. Alors... c'est deux personnes qui ont tenté de contacter ton frère décédé, si je comprends bien, et ils ont eu quelqu'un d'autre, mais très proche de moi, qui se considérait comme un frère aussi. Peut-il donc prendre le contact, même si ce n'est pas son nom ni sa date de naissance? Oui, bah si tu veux, oui, parce que ça veut dire que la personne a quelque chose à transmettre. Après, il faut faire très important, très attention, c'est important, parce que quel a été leur entonnoir? Est-ce qu'ils ont donné le nom, le prénom, la date de naissance, le machin? Ou est-ce qu'ils ont demandé à contacter ton frère? Tu vois? Bon, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, moi, j'ai fait un contact défunt mardi. La dame voulait avoir sa maman, qui s'appelle Jeanne. J'ai eu aussi son papa, je le prends, hein, je le laisse pas à la porte. Hein, voilà. Et puis parfois, d'ailleurs, j'ai même parlé d'une petite fille, elle sait pas qui c'est, elle a une idée, mais voilà, on prend, évidemment. Hein. Après, il faut demander à l'interlocuteur quand même. Il faut lui dire, bah voilà, j'ai telle personne. Est-ce qu'on continue le défunt, oui ou non? Mais en même temps, si tu veux, si un défunt se présente, c'est qu'il a besoin de communiquer. Il a besoin de passer un message. Donc, on va essayer quand même d'être aimable. Hein. Alors, question suivante de Caroline. Un défunt peut-il juste refuser le contact et ne même pas en avertir le demandeur? Genre zéro contact. Oui. Alors, on peut se retrouver effectivement avec une séance. La personne vient chez toi. Alors ça, c'est l'enfer. Elle vient chez toi et puis tu regardes les mouches volées parce que tu n'as rien. Alors là, c'est super important de le dire. Et de ne pas inventer n'importe quoi, de ne pas suer à grosses gouttes en disant putain c'est pas vrai, il faut que je trouve un truc. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors parfois ils nous préviennent. Moi je me souviens, j'ai fait un contact défunt hier. Ça faisait un an qu'on essayait. En tout cas quelques mois, peut-être pas un an mais un petit peu moins. Mais la première fois j'ai dit impossible, je ne peux pas. Alors j'ai plus en tête mais je me souviens qu'une fois j'avais vu que c'était pas possible, j'avais rien. Et je me souviens d'une autre fois où ce sont ces guides qui sont venus me dire non, c'est pas possible, c'est pas le moment pour lui. Et puis là, il est venu hier, donc super. Mais tu vois, parfois effectivement, il faut réitérer, il faut insister, parce que c'est pas le moment pour le défunt, ou parce que c'est pas le moment pour la personne en face, ou parce que c'est pas le moment pour nous. Ou pour l'humanité aussi, parce que parfois on peut avoir des messages qui vont bouleverser les choses. Il faut être zen avec ça, il ne faut pas être dans l'attente. Il faut solliciter. Alors moi je leur donne rendez-vous, ça je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait comme ça. Je donne rendez-vous aux défunts, pour moi terrestrement tel jour à telle heure.
avec tel défunt. Donc là, je suis vraiment sur un entonnoir des plus réduits. Et après, il vient pas. C'est extrêmement rare qu'il vienne pas, mais voilà, tu vois, ça arrive et ça m'arrive encore. Hein. Pourtant, hier, cette séance-là, ça va faire 10 ans que je suis médium, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, tu réponds quand même en live en disant: j'avais vu lors d'une conférence médium, la médium avait eu pour réponse: non, je ne veux pas parler, foutez-moi la paix. Ça a mis un froid dans la salle. Oui, je peux comprendre, mais moi aussi je l'ai déjà eu ça. J'avais d'ailleurs fait une séance collective par téléphone, une fois, je m'en souviendrai toujours, il y a 1 an ou 2. Et je prends les appels et tout, et là pour une dame, impossible de la... Alors, le monsieur j'avais déjà reçu des messages par écrit pour quelques défunts, et le monsieur m'avait dit qu'il ne voulait pas parler. Mais bon, je me dis des fois on ne sait jamais, ils n'osent pas, ça arrive. Donc j'essaye d'appeler sa fille, ça répond pas. Je passe quelqu'un entre temps, je rappelle la fille, ça répond pas. Je passe quelqu'un d'autre, 3e appel, bon après j'ai lâché l'affaire. Et elle est revenue vers moi en me disant: s'il vous plaît, 1 heure après, j'ai pas réussi à décrocher, je savais pas que c'était... Enfin bref. Et en fait, parce que monsieur ne voulait pas parler. Donc il a mis en place tout un processus pour ne pas que sa fille réponde, parce qu'il ne voulait pas parler. Donc parfois ils sont présents mais ils ne veulent pas. Ou alors ils ne veulent pas parler d'un certain sujet. Et tout ça c'est aussi à respecter. Avant je disais toujours un contact défunt de 45 minutes. Et alors j'essayais de faire tenir les défunts au maximum parce que je me disais: attends, les gens ont payé pour 45 minutes. Et là je me suis rendu compte en fait, mais il faut du temps, il faut de la pratique. Mais de mon absurdité, je me dis: attends, c'est 45 minutes pour moi sur Terre, mais pour eux c'est beaucoup d'énergie. Maintenant je dis: attention, la séance, elle est illimitée entre guillemets. Moi je me limite dans le temps à 45 minutes parce que moi ça me demande beaucoup d'énergie. Mais elle peut être beaucoup plus courte. Et c'est le même tarif, c'est pareil. On communique avec le défunt, on demande l'énergie du défunt. Et c'est un respect que de se dire: si ça dure 10 minutes parce qu'il ne peut pas rester plus que ça, et ben ça dure que 10 minutes. Par contre, si ça dure 50 minutes, bon après je ne vais pas au-delà parce que moi j'ai besoin de me ressourcer aussi après, et ben ça dure 50 minutes. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout un ensemble, quoi. C'est une question de respect en fait du défunt et de sa demande et de son énergie. Sandrine pose une question: lors d'une séance de régression dans les annales akashiques, lorsque nous entendons des mots ou des phrases en français, est-ce que ce que nous entendons nous ramène à une vie où on a été russe, par exemple? Est-ce que les mots sont traduits instinctivement de manière à être compris ici par nous-mêmes, par nos guides, car on a pu être un étranger après tout? Effectivement, c'est même pas on a pu, c'est sûr. On a tous été à l'étranger, on a voyagé dans nos autres vies. Et effectivement, c'est pas que c'est traduit en français, c'est qu'on va parler d'âme à âme. Donc forcément, toi, tu vas l'entendre et le comprendre en français, parce que là, tout de suite, maintenant, c'est la langue que tu comprends. Ce qui fait que même, par exemple, dans une séance de contact défunt, tu peux parler avec quelqu'un. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué s'ils sont encore beaucoup sur le plan terrestre. S'ils sont encore très proches du plan terrestre, ils vont encore utiliser leur langue maternelle. Donc si c'est de l'espagnol et que tu ne parles pas l'espagnol, ça va être compliqué. Mais plus ils sont élevés, et plus ils vont communiquer d'âme à âme. Et donc là, il n'y a pas besoin de traduction, en fait, c'est ton âme qui se connecte à la sienne, et vous vous comprenez, et c'est tout. C'est impressionnant, parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, avec des personnes algériennes, espagnoles, portugaises. C'est hyper impressionnant, parce que je dis toujours aux gens: écoutez, je ne sais pas. Et puis des fois, je ne le sais pas à la base. La personne ne me dit pas. Par exemple, je me souviens d'une communication avec une personne portugaise, elle ne m'avait pas dit. Puis elle commence à me parler, je dis: excusez-moi, je comprends rien à ce qu'elle me dit. C'est une langue étrangère. Ah oui, c'est parce qu'elle était portugaise. Ah ok, merci. Merci de l'info. Donc parfois on arrive à se comprendre par mots, par image, par signe, par symbole, des choses comme ça. Donc on a quand même réussi à communiquer sur cette séance-là. Et puis parfois, on va s'élever un petit peu et puis on va communiquer autrement, quoi. Alors Sonia a une question aussi: si on est ouvert à la spiritualité dans une vie, voire même pratiquant,
médiums, hypnothérapeutes, ou même des gens comme nous, peut-on dans l'incarnation d'après y être complètement opposé et par conséquent régresser, ou alors est-ce que nous évoluons d'incarnation après incarnation? Non, effectivement, tu peux être complètement à l'opposé. C'est-à-dire que, et je retrouve d'ailleurs souvent ça, j'ai eu ça cette semaine dans une demande de voyance où la dame me disait je n'arrive pas à avancer dans ma médiumnité, dans ma voyance, etc. Pourquoi? Et je lui dis mais oui, mais dans une autre vie, vous avez fait des choses de l'ordre de la magie notamment, qui vous bloquent. Là, on vous met comme un frein en fait dans cette vie-ci. Donc tu vois, on peut avoir effectivement des choses complètement opposées. Pourquoi? Parce que ce fameux puzzle dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'il soit rempli. Donc il faut qu'il y ait des vies avec et sans magie. Et comme il n'y a pas d'ordre, puisqu'il n'y a pas de temps, et qu'il y a des choses à travailler, voilà, parallèlement d'une incarnation à une autre, eh bien, il n'y a pas forcément de suite logique. Enfin, si, mais pas dans ce sens-là. Alors, à nouveau Monique, qui avait de nouvelles questions. Comment vivent les âmes? Ont-elles l'impression de manger comme nous? Y a-t-il le jour, la nuit? Est-ce qu'elles dorment? J'ai fait une vidéo qui s'appelle Une journée au pays des défunts. Je t'invite à aller la regarder. Plus les âmes sont basses dans l'immeuble, hein, c'est vrai que souvent j'aime bien donner une image d'immeuble pour les défunts et puis d'étages, plus elles vont avoir des tâches entre guillemets terrestres. Vous retrouvez ça notamment dans le film No Solar, N-O-2-S-O, plus loin L-A-R, qui est un film tiré d'un ouvrage de Chico Xavier, un très grand médium brésilien, où il décrit ça, où il décrit l'évolution d'un défunt. D'ailleurs, il commence par le bas astral, c'est très très noir, ça fait peur, mais vous inquiétez pas, ça dure pas très longtemps, puis c'est scénarisé, quoi, hein. C'est un peu, j'ai envie de dire, même un petit peu exagéré visuellement parlant. Bref, et puis après, effectivement, elles ont des tâches que l'on peut appeler des tâches de communauté. J'en parlais dans un contact défunt hier, le contact défunt de Jacqueline, du 25 juin 2020, où elle explique ça, qu'elle prend soin de sa communauté, des gens qui sont autour d'elle, avec elle. Elle prépare le repas, elle fait en sorte que tout soit prêt, que tout soit bien pour les gens. Donc effectivement, ils ont une vie qui pourrait être un peu semblable à ce que l'on imagine ici sur Terre. Et vraiment, elle est très très bien imagée, très très bien expliquée dans le film No Solar. Je vous invite à le découvrir. Une petite parenthèse rigolote aussi, je viens de découvrir ça, mais il y a 4 saisons, donc ça date un petit peu, mais une série sur Netflix qui s'appelle The Good Place. Et en fait, je vous spoile pas, hein, c'est une nana qui se retrouve au paradis, The Good Place, à la bonne place. Et en fait, où elle vit, voilà, dans une maison. D'ailleurs, il y a plein de vendeurs alors c'est pas de glace, mais de yaourt glacé, enfin, bref. Donc dans un petit quartier, dans une petite ville. Donc effectivement, ça reprend. Bon, ça c'est une série, c'est encore autre chose, mais ça représente assez bien ce qui se passe dans l'au-delà pour les âmes qui sont entre on va dire un quart de l'immeuble jusqu'aux 3/4 à peu près. Puis après, ben, plus on évolue, plus on va avoir d'autres missions. Donc on va voir des défunts, dans le film No Solar on le voit aussi, qui vont écrire, parce que leur rôle c'est de faire écrire des médiums, de faire écrire des auteurs, etc. D'autres qui vont faire des soins, enfin voilà. Donc on va avancer, on va monter dans l'immeuble et on va avoir des tâches qui sont différentes. Mais sinon tu peux effectivement aller voir ma petite vidéo sur YouTube qui s'appelle Une journée au pays des défunts. Question suivante, lors d'un contact défunt, peut-on leur poser des questions ou bien doit-on juste écouter ce qu'ils ont à dire? Alors on peut poser des questions, mais moi j'essaye d'éviter. Et c'est vrai que quand la personne en face de moi a des questions hyper précises, je vais pas dire que ça me gêne, mais quand même un peu, parce que moi j'essaye d'être au maximum dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qu'ils ont à nous montrer. Et surtout parce que ils ont leur raison, ils savent ce qu'ils ont à nous dire. Et il y a des séances, des anciennes séances, qui n'ont peut-être pas encore été republiées, mais où les gens me disent mais c'est dingue, j'ai pas eu le temps de poser la question, qu'elle répond déjà, parce qu'elle sait ce dont on a besoin, le défunt sait ce dont on a besoin dans l'instant comme réponse. Et puis s'il n'y répond pas,
c'est qu'il n'a pas envie de réponse ou qu'il n'a pas la réponse. Bon, normalement, ils ont accès à un maximum d'informations, mais parfois, c'est pas le moment pour nous aussi. Tout le monde parle de la 5D. C'est quoi la 5D exactement? J'en sais rien. Je suis honnête, hein. Moi, c'est un truc qui me passionne pas du tout. C'est vrai que je suis assez terrestre, je suis assez ancrée. Ces derniers temps, ayant eu des problèmes personnels, je me suis un peu coupée aussi moi-même de ma propre avancée dans la spiritualité. Donc la 5D, ça me parle pas. Voilà. Donc 5D, 5 dimensions. Hein. Donc je t'invite à aller faire tes propres recherches parce que c'est pas du tout mon domaine. Alors, Caroline dit, je pense que Mélanie est enfuie aux Bahamas. Bientôt, bientôt. Ça, j'aimerais bien. Non, elle doit être en plein briefing avec les guides. Tu m'étonnes. Bon, alors j'ai répondu à toutes les questions qui étaient sur le groupe, sur mon ordinateur. Je vais donc revenir sur vos partages. Je ne pense pas que vous ayez déjà posé de questions. Je pense que vous avez partagé voilà, des petits retours. Alors là, ce que je vous propose, il est 10h10. Merci là-haut, on est bien alignés. Je vous propose encore une vingtaine de minutes, si vous voulez, autour des questions que vous pourriez encore avoir. Je vous dis aussi, c'est hyper important, c'est d'aller chercher au-delà de mes ressources et de mes réponses. Il y a plein d'autres médiums, il y a plein de spiritualistes qui répondent aussi aux questions que vous vous posez. Donc ne restez pas enfermés sur mes réponses parce qu'elles m'appartiennent. Je les partage avec vous, mais je veux dire, elles sont restreintes finalement. Donc n'hésitez pas à aller ouvrir votre champ de connaissances avec bien d'autres personnes. Alors, Myriam me dit, c'est bizarre quand tu dis que la dame défunte prépare le repas pour sa communauté, je comprends pas. Non, alors c'est vrai que moi aussi c'est quelque chose auquel j'avais du mal à adhérer, mais pourtant c'est pas la première défunte qui m'en parle, c'est pas la première qui me le montre, et on le voit très bien dans le film Nos Solars. Ils ont encore besoin, si tu veux, de se raccrocher à des habitudes terrestres. Donc ce sont des défunts qui sont en cours d'évolution, qui ne sont pas dans le bas astral, mais qui sont encore dans le bas de l'immeuble, et qui ont encore des habitudes, des fonctionnements très terrestres, et qui vont donc partager comme ça leur savoir-être, leur savoir-faire de cette manière-là. Et on le voit de toute façon dans Nos Solars, hein, ils sont à table, ils mangent ensemble. Regardez ce film, vraiment il est hyper intéressant. Pour aller comprendre le fonctionnement. Ah ben, tu parles de Sandrine Muller-Bohar, je viens d'ouvrir son bouquin, là, je l'ai acheté, j'ai acheté un de ses bouquins sur les vies antérieures, et je l'ai commencé, et tu dis qu'elle fait une vidéo sur la 5D qui est très bien expliquée, et je pense qu'elle parle aussi assez simplement, donc ça doit être assez simple à comprendre. Donc oui, alors allez-y, voilà, Anso nous donne l'info, merci beaucoup. Alors Monique dit, si j'ai une question. Eh ben vas-y Monique, hein, allons-y, on n'est plus à une près, hein, je t'en prie. Alors j'attends, parce que forcément c'est un petit peu en différé, donc j'attends que vous postiez vos questions. Après s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Alexis dit à Monique, nous vous informons que vous avez épuisé votre crédit. Merci de le recharger par carte bancaire. Tu m'étonnes, elle a explosé le budget Monique. Non mais c'est chouette. Puis ce qui est bien, si tu veux, c'est que la question que se pose Monique, peut-être que d'autres se la posaient, mais ils n'y avaient pas pensé, ou peut-être que d'autres se disent, ah ouais, punaise, c'est intéressant, et puis forcément, ça va intéresser les internautes, enfin, je pense, donc, c'est pour ça que je filme aussi sur le caméscope, parce que vraiment, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça, quoi. Alors Monique, donc, revient sur une nouvelle question. Tu as dit tout à l'heure que l'âme d'un bébé pouvait se fixer quelques jours après la naissance, mais peut-on vivre sans âme? Il ne vit pas sans âme, c'est juste qu'elle n'est pas fixée. Attention, c'est pas la même chose. Hein. Donc elle voyage encore. C'est ce qui fait qu'un bébé dort beaucoup, c'est ce qui fait qu'un bébé peut être mal aussi, qu'il va pleurer, etc. parce que son âme n'est pas bien encore fixée. Souvent, ça prend quelques heures, quelques jours, mais parfois, dans certaines situations extrêmes, de la dépression du nourrisson, parce que oui, c'est étrange, mais ça peut exister, l'âme peut mettre plusieurs semaines avant de vraiment s'ancrer, parce qu'elle n'y arrive pas. Et parfois, malheureusement, quand l'âme, justement, n'y arrive pas, parce qu'elle n'est pas prête à s'incarner
complètement, eh bien on peut se retrouver avec des morts subites du nourrisson. Voilà. Ça peut être une des explications. Je ne dis pas que c'est la seule. Est-ce que vous avez d'autres questions encore ici en live là? Bon, alors je suis pas sûre. En tout cas, merci déjà pour toutes ces questions. Je les trouve vraiment très très chouettes. Elles ont, alors forcément, il n'y avait pas forcément de continuité, c'était un petit peu disparate, mais je pense que ça répond quand même à grand nombre d'interrogations pour les personnes qui découvrent la spiritualité, qui veulent un petit peu avancer, qui ont envie d'approfondir leurs connaissances. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde, et ça, vraiment merci. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors Caroline qui dit si, non mais t'inquiète, je ne vais pas couper comme ça dans la seconde. Hein. J'attends encore quelques instants. Puis après, ben, je retournerai à ma longue liste de séances pour la journée. Alors j'attends la question de Caroline. Je pense qu'elle est en train de la rédiger. Donc je rappelle que je ferai une vidéo spécifique sur les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, que vous êtes prioritaire pour l'accès au niveau 2, éventuellement au niveau 3 si vous pensez que vous êtes plus à l'aise avec le niveau 3. Ça sera à voir ensemble. Et je dois encore vous faire la vidéo de retour sur le contact défunt. J'ai attendu un peu parce que j'ai pas vu de partage sur le groupe. Je me suis dit que vous ne l'aviez peut-être pas encore fait. Alors, Caroline, ah ben voilà, c'était ça la question, donc je n'en dis pas plus. Monique, j'ai parlé à l'âme de mon petit-fils pendant qu'il était dans le ventre de ma fille. Et c'est lui qui nous a donné son prénom, effectivement. Il existe un très très beau livre de... Je crois que c'est Anne Givaudan. Je vais peut-être dire des bêtises. Ça s'appelle Les 9 marches. Alors, je vais taper le titre ici sur l'ordi pour ne pas dire de bêtises sur l'auteur, parce qu'ils sont deux en plus. Alors, le livre Les 9 marches de Anne Givaudan et Daniel Meroy, qui travaillent avec une âme qui leur explique son passage et son intégration sur Terre, de la conception à la naissance. Alors, moi, je voudrais quand même émettre une petite remarque sur ce livre qui est très intéressant, mais ça n'est qu'un exemple d'incarnation. Il est important aussi de comprendre qu'il y a des incarnations qui se passent aussi un petit peu différemment. Voilà, c'est juste mon avis. Alors, voilà, Anne Givaudan et Daniel Meroy, ouais. Alors, si on a d'autres questions, est-ce qu'on peut les poser aujourd'hui? Comment te dire, Monique? Non. Non, en fait, j'aurais pas le temps de refaire une deuxième FAQ. Après, je pense que tu es tellement en questionnement, en demande et tout, parce que tu es en pleine dynamique de création, et ça, c'est génial. Mais tu verras qu'il y a bon nombre de réponses que tu vas retrouver à la rentrée dans les coachings, parce que je sais que tu vas les suivre, les niveaux 2 et les niveaux 3. Donc voilà, sois un petit peu patient, d'une part, et d'autre part, va chercher ailleurs. C'est hyper important, hein. C'est pas pour pas que je vous réponde, c'est parce qu'il faut aller se nourrir d'autres réponses, d'autres façons aussi de répondre, d'autres façons de voir les choses. Allez lire, c'est l'été, donc allez sur votre transat avec votre bouquin. Lisez, regardez des vidéos, allez à des conférences, il y en a qui reprennent, là, inscrivez-vous à des stages, mais s'il vous plaît, élargissez votre champ de conscience et de connaissance. Alors Rebecca, j'ai une question, est-ce que dans le niveau 2 tu abordes les penseurs de mots? Non, on fait on travaille sur l'âme et on travaille sur les soins énergétiques, mais pas spécifiquement sur les penseurs de mots. Non, ça faudra peut-être te former plus spécifiquement. Bon, alors, on va s'arrêter là, hein. Je vous avais dit jusqu'à 10h30 à peu près, il est 10h20. Je pense qu'au niveau des questions, c'est à peu près tout, bon, à part Monique, hein, qui doit encore avoir une pleine brouette. N'hésitez pas sur le groupe à continuer à échanger, à vous poser les questions entre vous et à être source de réponses. C'est-à-dire, n'hésitez pas à aller fouiller sur Internet. Moi, quand je ne sais pas
quelque chose, et tous les jours j'en apprends, hein, je tape sur mon ami Google, eh bien, le nom, et je vais chercher, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller partager des choses comme ça, des articles, des vidéos, vous le faites déjà, hein, mais voilà, continuez d'alimenter en fait le groupe parce que vous le faites bien, et j'ai pas envie que parce qu'aujourd'hui, officiellement, le coaching est terminé, entre guillemets, vous vous arrêtiez. Restez dans cette dynamique de recherche, d'investissement, d'implication et de découverte, parce que c'est vraiment ce qui va vous nourrir le plus. Alors forcément c'est l'été, voilà, chacun va aller à son rythme, hein. N'hésitez pas à vous tester aussi entre vous, contact défunt, des voyances, des ressentis photos, des exemples, des exercices avec l'enveloppe, enfin voilà, continuez aussi à travailler sur tout ça. Alors je le dis là pour mon groupe de coaching, mais chez vous aussi c'est pareil. Pour ceux qui suivront la vidéo en replay, c'est vraiment important de continuer régulièrement à se nourrir, quoi. Alors je dis pas qu'il faut se gaver d'informations et de rien en faire, hein, mais voilà, il faut expérimenter et apprendre en théorie et en pratique. Je pense que c'est ça, trouver un juste équilibre entre les deux. Parce que l'éveil, ça demande un effort. La spiritualité, forcément, ça tombe. Enfin si, ça tombe aussi, mais c'est aussi tout un travail d'intériorisation, un travail sur soi, et ça c'est important. Alors je vais arrêter là ici la FAQ, donc j'arrête la vidéo. Merci à ceux qui l'auront suivi.